Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes vendredi 12 janvier, c'est le dernier point de marché. Bon, c'est mon dernier point de marché de la semaine, pardon. Aujourd'hui, la journée va être rythmée par l'indice des prix à la consommation US, qui sera attendu à 14h30 heure française. Alors nous aurons l'indice des prix à la consommation classique et la sous-jacente. La sous-jacente qui va être particulièrement intéressante parce qu'elle est attendue en légère accélération, alors que l'IPC classique est attendu en légère baisse. Alors on va voir tout ça ensemble. Avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance à cet avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IGF fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est seulement à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Bien le bonjour à vous Didier, bonjour Phil. Alors je fais un tour de la salle de trading pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois. Raymond que je salue également. Eliane, j'espère que vous allez bien. Catherine, bonjour. Eh bien écoutez, Catherine, bien le bonjour à vous. Peut-on voir le FTSE en weekly, RSI et stochastique très haut? Merci. Alors oui, on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. D'ailleurs, j'ai un article qui va sortir aujourd'hui que j'aurai le plaisir de vous faire voir. Briefing de l'actualité pour commencer. Alors on a eu la BCE hier qui a publié son compte rendu indiquant que son langage relatif à la politique monétaire qu'elle entreprend pourrait être examiné au début 2010, ce qui veut dire un changement du langage et de la communication qui devrait évoluer au fur et à mesure que l'économie de la zone euro s'améliore. Donc en gros, c'est un début, c'est pour préparer le marché à une possible normalisation, c'est pas une possible, c'est une probable normalisation de la politique monétaire de la BCE attendue à partir de septembre. D'après plusieurs analystes, beaucoup d'analystes, le QE va bel et bien se terminer en septembre, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous savez que le quantitative easing de la BCE a été prolongé à 2 reprises. Donc, a priori, la BCE devrait bien terminer son QE en septembre et on a déjà une probabilité de 10% d'hausse des taux de la BCE pour mars 2019. Donc ça semble assez loin, je vous l'accorde, mais c'est simplement pour faire voir un petit peu les prévisions de long terme. Concrètement, on a un euro qui pourrait bien progresser. On avait vu le graphique hier sur ce même cette même présentation avec les devises les plus. Ah non, c'est aujourd'hui, pardon, excusez-moi. Juste après ce webinaire, on va voir un petit graphique. La situation en Allemagne. Alors, on a Angela Merkel et Martin Schulz qui ont continué les discussions dans le but de former une grande coalition, une nouvelle grande coalition en Allemagne. Les discussions se sont poursuivies cette nuit, pour le moment sans succès, alors que les deux parties avaient promis avaient annoncé même euh, que les négociations devraient être trouvées avant ce vendredi. Martin Schulz a demandé à son parti, a proposé à son parti, pardon, d'organiser une, euh, une réunion, une convention le 21 janvier prochain pour savoir si oui ou non les négociations avec Angela Merkel devraient continuer. Voilà. Et donc les problèmes, les divergences qu'ont rencontré les deux parties sont notamment sur les taxes et l'immigration. Au niveau de l'accord iranien, Donald Trump a décidé de maintenir l'accord iranien pendant au moins quelques mois avant de prendre une décision finale et la Maison Blanche a prévu d'annoncer cette décision, pardon pas finale, la décision de Donald Trump aujourd'hui. Voilà, donc nous verrons bien officiellement ce que l'accord iranien, le futur de l'accord iranien va être. Voilà, c'est ce graphique que je voulais vous faire voir, c'est les devises majeures face au dollar US depuis 2010. On peut voir que les trois devises les plus sous-évaluées face au dollar depuis 2010, c'est le yen, l'euro et le CAD. C'est donc ceux qui ont le plus de potentiel haussier par rapport au dollar. En 2017, si on revenait un an plus tôt, c'était l'euro qui était la plus sous-évaluée et de loin. Voilà. Donc on a ces trois devises sur lesquelles moi je souhaiterais parier en, en 2018. Et surtout ces deux devises-là. Pourquoi ces deux devises-là? Parce qu'on a encore des politiques monétaires qui sont incommodantes. Et donc on a un marché qui n'a pas totalement pricé une normalisation
des politiques monétaires des banques centrales, surtout le yen. Voilà. Donc, le CAD, vous savez que la Banque du Canada, bon, elle resserre ses taux depuis l'été dernier. Donc, on va dire le durcissement des taux, il est assez pressé, à l'image de la Fed. Hein. On a bien eu 3 hausses des taux en 2017, et pourtant, en 2017, le dollar, c'était la devise la plus baissière. Donc, ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a une hausse des taux, la devise est baissière. C'est simplement, tout est une question de psychologie. Il faut plus voir le marché comme une illustration de la psychologie de tous les investisseurs, enfin, des investisseurs dans le monde. Si on a quelque chose qu'on s'attend déjà, eh bien on va pas être surpris, d'accord? Eh bien c'est la même chose qui s'est passé sur dollar. Le marché avait pricé les hausses des taux en 2017, donc il n'y avait pas de nouvelles surprises, et donc pourquoi payer, pourquoi être content s'il n'y a pas de nouvelles surprises? Voilà, il n'y a pas de catalyseur en 2007 qui permettait réellement une hausse du dollar. Ce qui devrait être à peu près le même cas en 2018, à part si en 2018 on a 4 hausses des taux de la Fed, ce qui est un scénario pas encore pricé. Voilà. Alors que l'euro et le yen, on n'a pas encore ces hausses des taux qui sont pricées. Je l'ai dit, la hausse des taux pour la BCE, ça devrait être en mars. Enfin, il y a 10% de chance par moment qu'elle soit en mars 2019, pardon. Mars 2019. Hein. Donc voilà, il n'y a pas du tout encore d'intégration d'une normalisation de la politique monétaire de l'euro ou du yen, encore moins du yen, dans les prix du marché actuel. Donc c'est pour ça que sur les 3 devises les plus sous-évaluées face au dollar, je préfère en 2017 me focaliser sur les stratégies acheteuses du yen et de l'euro pour tout simplement stratégie de rattrapage face au dollar. J'aurais dû comparer un petit peu, faire 2 graphiques pour celui du début d'année 2018, ce qui est actuellement, et celui du début d'année 2017 pour voir un petit peu ce qui a changé. Au niveau des résumés de la séance américaine asiatique, on a eu un DXY qui a reculé hier, les marchés actions américains qui ont progressé, le rendement obligataire américain qui se stabilise au-dessus des 2,50%, le yen index ce matin qui est légèrement négatif, le gold, alors le yen légèrement négatif, pourquoi avec le Nikkei? Parce que nous avons une petite prise de bénéfice due au rebond du yen depuis le début de la semaine. 2, nous avons eu des statistiques macroéconomiques un petit peu décevantes que l'on va voir juste après. Et au niveau du gold haussier, et bien la stratégie du jour, qui va être une stratégie de swing trading, elle pourrait être haussière au vu de l'analyse que je vais vous fournir juste après. Voilà, donc le calendrier économique, on a eu cette balance commerciale japonaise, comme vous pouvez voir, qui a vraiment qui a beaucoup baissé pour le mois de novembre, 181 milliards de yens, alors que le marché tablait sur 314 et la pression d'application c'était 430. Donc une baisse plus importante que ce que prévoyait le consensus, ce qui a eh bien déçu le marché. Pour 14h30 aux États-Unis, on a l'IPC, l'IPC annuel attendu à 2,1% et l'IPC core attendu à 1,7 comme ce que prévoit le consensus. Alors ça dépend les estimations. Il y en a c'est 1,7, il y en a c'est 1,8. Voilà, vous allez trouver des chiffres différents pour l'IPC core. Pour l'IPC classique, c'est bien 2,1% qui est attendu. Mais selon voilà, les sources, nous c'est Thomson, c'est Reuters que nous avons. Il y a d'autres calendriers économiques, vous savez. Et bien selon les différents calendriers économiques, c'est soit inchangé, soit supérieur. Donc voilà, ça dépend des analyses qui sont interrogées. C'est ni plus ni moins cette raison-là qui fait que selon les calendriers économiques, les prévisions sont différentes. Parce que les analystes qui sont interrogés par Reuters ne vont pas être les mêmes que, par exemple, je sais pas, Bloomberg, par exemple. Voilà. Et sinon, pardon, à la suite de cette publication, nous aurons les ventes au détail américaines et enfin les fameuses plateformes de forage en activité de l'entreprise Baker Hugg à 19h. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors j'ai déjà pas mal de questions, je vais essayer d'y répondre. Je fournis juste mon analyse sur le gold et ensuite j'y réponds. Alors mon gold se base essentiellement sur ce qui s'est passé cette semaine. Je vous rappelle, pour remettre dans le contexte un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, on a eu c'est peut-être un grand mot, mais une flambée des rendements obligataires dans le monde entier, générée par le test de la BOJ sur une possible normalisation de sa politique monétaire. Enfin, voilà, c'est plutôt un réajustement de sa politique monétaire. Je vous rappelle qu'elle a baissé son montant alloué au rachat d'obligations japonaises arrivant à maturité.
Donc voilà, le marché a vu en cette annonce-là une possible normalisation. En fait, ce n'est plus ni moins qu'un réajustement et un test, je pense, de la BOJ pour préparer le marché. Mais voilà, on a eu cette première annonce. Le jour suivant, on a eu la Chine, des rumeurs de la part, une annonce de la part de Bloomberg qui disait que des officiels chinois souhaiteraient stopper ou même, enfin ralentir ou même stopper, pardon, l'achat d'obligations d'État américaines. Ce qui s'est vu, ce que les officiels chinois ont démenti hier. Voilà, donc c'était une fausse annonce, mais l'impact qu'a eu sur le marché obligataire, c'est un rendement obligataire américain qui est passé au-dessus de 2,5%, le Bund qui progresse, enfin le Bund, pardon, le rendement du 10 ans allemand qui progresse, alors pas que à cause de cette annonce, il y a aussi la situation en Allemagne qui tend un petit peu le marché, mais voilà, on a des rendements comme vous pouvez voir en Allemagne, aux US, qui augmentent. Si on regarde un petit peu le JG, alors on l'a pas ici, non, d'accord. Alors les rendements obligataires japonais et anglais sont, enfin britanniques pardon, se tendent également. Donc on a vraiment sur le marché obligataire des rendements obligataires, des rendements qui se tendent, ce qui veut dire que le marché obligataire est sous pression. Si on regarde ce graphique mensuel, on a sur le Bund une belle divergence baissière. Regardez, pour ceux qui ne la voient pas, voilà une divergence baissière qui est validée. RSI qui casse 50, qui est en train de casser 50 ce mois-ci. Le mois dernier, on était au-dessus. Voilà, donc on a une divergence qui n'est pas encore validée. Si on a une divergence validée et que le Bund casse sa moyenne mobile à 50 jours, parce que jusqu'à depuis 2008, on peut voir que le cours évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours et qu'il a pris des impulsions depuis cet indicateur. Donc c'est un niveau de support important et une simple validation de la divergence ne suffira pas pour shorter. Mais dans le cas où le Bund clôture en dessous de cette moyenne mobile, ce sera un fort signal baissier. Dans ce cas-là, on aura le marché obligataire sous pression, le marché aux actions sous pression. Donc vous doutez bien que les flux vont se retourner sur l'or. L'or qui sera la valeur refuge par excellence. Et donc l'or pourrait être un actif particulièrement haussier ce premier semestre si on a ce marché obligataire qui continue à être tendu. Et vous pouvez voir que il décolle. Si on compare un petit peu, alors on va regarder, on peut regarder ce spread, on va voir ce que ça donne. Voilà, là on a le spread, le fameux spread États-Unis allemand. On va regarder face au cours de l'or, voir un petit peu ce que ça donne. On peut également mettre le 10 ans US. Voilà, c'est peut-être mieux de mettre le 10 ans US finalement. Simplement le 10 ans US. Voilà, donc nous avons le gold et le 10 ans. Donc on avait une corrélation négative jusqu'à ici, mais qui pourrait devenir positive en fonction de l'aversion au risque. Si on a de l'aversion au risque, on aura, enfin si on a l'hypothèse que le marché obligataire, parce que jusqu'à aujourd'hui, en fait, pourquoi on a cette potentiellement, c'est encore beaucoup trop tôt, mais pourquoi on a potentiellement un changement de corrélation entre les obligations, le rendement des obligations et le gold, c'est parce que, on va dire jusqu'à aujourd'hui, même si c'est prévenu depuis plusieurs mois, même quelques années, le marché obligataire est pour beaucoup surévalué. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas vraiment de signaux de baisse sur le marché obligataire. On est tous d'accord. Voilà, on avait certes des consolidations, parfois des petits replis, mais là, ce repli qu'on a sur le Bund, on peut voir que c'est alors, pardon, on va se mettre sur le mensuel. Excusez-moi de prendre un petit peu de temps, mais c'est important enfin, je souhaite vraiment que tout le monde comprenne mon analyse. Là, on a 5% de repli, ça faisait quand même depuis 2015 qu'on n'avait pas eu ces 5% de repli. Voilà, donc on a quand même un marché obligataire qui se tend. Alors ça ne veut pas dire qu'on a un crash qui va arriver, mais voilà, on a des signaux qui montrent que le marché obligataire pourrait se replier prochainement. Voilà, je ne parle pas de crash, hein, je parle simplement de repli. Donc forcément, si ce qu'est l'actif qui est
jusqu'à peu, oui, un marché refuge. Si elle perd cette caractéristique, eh bien, on aura des valeurs, tout l'ensemble des valeurs refuges qui vont s'apprécier. Voilà, donc les marchés obligataires, au final, qui changent de caractère, qui potentiellement ne va plus devenir une valeur refuge. Et donc, les investisseurs qui achetaient des obligations parce que c'était une valeur refuge se rapatrient sur le cours de l'or. Ce qui explique cette flambée un petit peu, voilà, du marché obligataire et ce rebond du cours de l'or. Voilà. Alors j'espère que ça aurait été simple de comprendre. J'espère de ne pas vous avoir perdu. De toute façon, si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser la question et j'essaierai de réexpliquer d'une façon plus claire. Mais voilà un petit peu mon explication de cette potentielle hausse du cours de l'or, je pense, pour les mois à venir. Voilà. Maintenant à court terme, on peut voir qu'on a un dépassement. On avait le cas, on avait deux types de scénarios. Soit on avait un pullback ici qui était mon scénario favori, ou soit on avait une clôture au-dessus du récent plus haut. Dans ce cas-là, c'était un breakout. Un breakout, qu'est-ce que ça signale? Ça veut dire que les acheteurs sont présents et sont prêts à porter le prix supérieur au précédent plus haut. C'est ça ce qu'indique un breakout. Lorsqu'on a un nouveau record Wall Street, c'est-à-dire que les investisseurs sont suffisamment présents pour viser une cible plus haute. Voilà. Donc là, on a un breakout. C'est un signal haussier. Je rappelle qu'il y a deux types de signaux. Il y a les breakouts et les pullbacks. Breakout ou pullback. Moi, mon scénario favori était vraiment le pullback. Je suis, pour ceux qui me suivent souvent, vous pouvez remarquer que je préfère trader les pullbacks que les breakouts. Mais bon, là, on avait un signal haussier. On avait un signal haussier à la clôture hier soir. Et donc là, potentiellement, je pense que on peut oublier ce pullback. On peut oublier ce pullback. Le breakout a été donné. Donc je pense que voilà. On est à ce niveau de prix. On peut viser clairement, voilà, ces fameux 1350 à court moyen terme. Voilà pour la stratégie du jour, qui est plutôt une stratégie, comme vous l'avez compris, de swing trading, voire même moyen terme. Donc voilà. Et bien que on ait cette divergence baissière. Voilà. On a cette divergence baissière. Donc faut la prendre en considération, qui n'est pas encore validée, attention. Mais voilà, on a une divergence, on a un RSI qui est assez haut. Néanmoins, on a encore cette marge de progression pour que le RSI revienne dans sa zone de 80. Donc voilà, cette marge de progression pourrait aboutir à une hausse de l'or d'une vingtaine de dollars, pardon. Voilà, maintenant pour ceux qui veulent attendre un retour à 1300, je pense que c'est faisable. Par contre, il faudra peut-être être un peu plus patient que ce qu'on anticipait depuis le début de la semaine. Voilà, je pense que ça peut se faire, mais d'ici peut-être 1 ou 2 semaines. Voilà pour ce qui est du cours de l'or. On continue sur les matières premières. Le Brent qui atteint 70 dollars, suite à la demande qui augmente. La demande qui augmente, pourquoi? Parce que la croissance mondiale a été revue à la hausse par la Banque mondiale mercredi. Donc hausse de la croissance mondiale, c'est-à-dire hausse de la production. Aujourd'hui, avec quoi est-ce qu'on produit? On produit tout avec des matières premières, on est d'accord. Tout est produit avec des matières premières. Le plastique, le plastique donc avec le pétrole, pour faire tourner les usines et pour faire tourner aussi tous les ménages, nous avons besoin d'électricité et donc d'énergie, de gaz. Et pour ce qui est des matières premières comme l'or, le cuivre, etc., c'est présent dans les composants informatiques. Donc forcément, hausse de la croissance, hausse de la production, et donc hausse de la demande également de produits électroniques. Voilà. D'autant plus que tous les produits sont de plus en plus digitalisés. Donc toutes les matières premières sont attendues à la hausse, dont le Brent. On a également ce facteur-là qui justifie la hausse des prix de l'or. Dans le fond, je vous accorde, c'est pas ça qui justifie un rallye haussier, mais ça contribue à soutenir le cours de l'or. Voilà. Donc le Brent a atteint 70 dollars hier. On a également l'OPEP qui suit parfaitement son accord. On a eu le gel de la production qui a été respecté ces derniers mois. Donc voilà, on a
on a un nombre de facteurs qui justifient la hausse des cours de pétrole qui pourraient, à mon sens, oui, à mon sens, consolider à court terme, étant donné que le RSI est quand même assez haut. Mais je pense que le Brent peut clairement venir chercher les 80 $ d'ici les prochains mois, assez rapidement. Voilà, donc l'AUD yen, l'AUD yen, pardon. L'AUD, c'est une devise particulièrement haussière, soutenue par le cours de l'or, et la baisse du DXY, voilà, qui revient sur ce support. Au final, le rebond qu'on anticipait, je pense que on peut l'oublier. Bien qu'on ait cette divergence haussière qui n'est pas validée. Mais je pense que voilà, j'avais, je vous l'accorde, anticipé un rebond du dollar cette semaine jusqu'à 93 points. Je pense que cette analyse est toujours valable, mais en termes de timing, je pense que je n'ai pas été bon sur ce coup-là. Donc voilà, je m'attends à une consolidation du DXY. Alors attention, je pense que le DXY va beaucoup réagir à l'inflation qui sera publiée cet après-midi. Donc soyez prudents, je pense pas qu'il faut prendre une décision sur DXY ce vendredi. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du DXY, c'est pour ça que je vais m'en éloigner à court terme. Et on va plutôt se focaliser sur des devises un peu plus intéressantes. On va avoir donc l'AUD, on regarde le GBP USD, donc je regarde les paires majeures quand même. GBP USD qui est sous résistance, qui consolide, vous voyez, sous 1,36. Le NZD haussier, particulièrement haussier. Donc 0,7287 ça a été atteint. On a un RSI qui est assez haut. La dernière fois que le RSI a été à cette valeur là, on a eu une poursuite du rallye haussier. On peut voir qu'ensuite on a eu une forte baisse. Donc voilà, prudence. La MACD est sous résistance, le RSI est sous résistance, donc on pourrait avoir une petite consolidation. Voilà. En tout cas, la prochaine résistance technique, elle est à ce niveau de prix. Alors c'est pas un niveau de prix mensuel, comme vous pouvez constater. C'est pour ça que je vais le mettre avec des tirets. Alors, je vais le mettre plutôt fin. Voilà. C'est un niveau de résistance technique. Donc là, je pense que le NZD-USD peut clairement venir chercher les 0,11350 prochainement, avant une petite période de consolidation. Voilà, donc consolidation à court terme, en swing trading, on vient chercher les 0,11350 et après, les 0,75 potentiellement. L'USD CAD, consolidation à 1,25, soutenu par le pétrole et sous pression à cause du pétrole, soutenu à court terme par le DXY en début de semaine. Et donc voilà. Voilà, donc est-ce qu'il faut vendre ce niveau de prix? Moi je pense qu'on peut attendre un petit peu. Regardez la MACD qui se croise, le RSI qui est haussier. Je pense que tant qu'on n'a pas de breakout des 1,25, on peut attendre un potentiel repli plus important. Parce que oui, le DXY est revenu sur ce support-là, mais il reste sur le support, il n'a pas été dépassé, même si on a une ouverture, vous voyez un petit peu en dessous, on pourrait avoir une clôture ce vendredi au-dessus du niveau de support, ce qui maintiendrait l'action de ce support. Voilà, donc j'ai envie de dire le dollar, les paires en dollars, tout va se jouer un petit peu cet après-midi, enfin à la clôture de ce soir et de cette semaine. Donc voilà, prudence, patience avant de prendre des décisions sur les paires en dollars. C'est un petit peu peut-être le conseil du jour. Voilà, en tout cas d'un point de vue technique, on a soit une stratégie de pullback si le cours revient à la moyenne mobile à 50 jours, ou une stratégie de breakout si le cours revient à 1,25. Pour ceux qui sont toujours à la vente depuis le signal qui a été donné le 30 novembre, dans ce cas-là, vous pouvez de toute façon garder la position vendeuse. Garder la position vendeuse, la stratégie elle est baissière jusqu'à 1,20. Comme je vous l'ai fait voir sur ma présentation, le CAD c'est l'une des devises les plus qui a été la plus sous-évaluée face au dollar. Bien que la hausse des taux est quand même assez pricée par le marché, on parle entre Reuters, Bloomberg, voilà, différents analystes, sources d'analystes, on a entre 40
alors c'est une fourchette large, hein, mais entre 40 et 80% de probabilité d'une hausse des taux pour le mois de mars de la part de la Banque du Canada, pardon. Donc elle n'a pas été totalement pricée. Si on regarde par rapport à CME, alors laissez-moi vous faire voir la probabilité d'une hausse des taux de la part de la Fed. Probabilité hausse des taux de la Fed pour le mois de, alors là c'est janvier, on va se mettre pour le mois de mars, 21 mars. Probabilité de la Fed, 67% de probabilité d'après CME Group, d'après les analystes interrogés par CME Group. Euh, donc voilà, de toute façon le marché price déjà 3 hausses des taux. Donc moi je m'attends pas à une action du prix haussière en mars, selon après la Fed sur des XY. Par contre, je pense que celle de la Banque du Canada n'a pas été totalement pricée. Donc d'ici mars, on devrait avoir un dollar CAD qui devrait se voir renforcer. Donc USD CAD, c'est pour ça qu'à moyen terme, je pense que d'ici les 2 prochains mois, on peut avoir l'USD CAD pouvoir revenir à 1,21. Alors je regarde les questions, excusez-moi. Alors le footy, on va voir ça juste après. J'ai ouvert hier pour moyen terme NZD USD et NZD CHF à l'achat. Qu'en pensez-vous? Eh bien Raymond, je pense que c'est des excellentes stratégies. Je m'explique. NZD USD, le dollar, moi je m'attends à moyen terme, parce que vous me parlez de moyen terme. À moyen terme, dans le meilleur des cas, ça va consolider. Parce que comme je l'ai dit, le marché a déjà pricé 3 aux étaux en 2018. À part si on a une inflation core au-dessus des 2% et qu'on a 4 aux étaux qui commencent à être pricés par le marché. Si on a ces deux critères-là, on va avoir un DXY qui va revenir à 95. Vous voyez ici. Mais si on n'a pas ces deux critères-là, pour moi, le DXY, son maximum potentiel haussier est jusqu'à 93. C'est pour ça que 93, pour moi, c'est une zone de résistance qui m'intéresse fortement pour vendre le DXY. Parce que je n'anticipe pas un DXY au-dessus de cette résistance, pardon. Et pour le CHF, eh bien, la BNS, c'est la banque centrale qui, en 2018, va maintenir une politique monétaire extrêmement généreuse, la plus généreuse de toutes les banques centrales, quasiment, avec la BOJ. Donc voilà, l'action du prix pour le CHF, c'est baissier. Face à NZD, qui a une probabilité d'une hausse des taux d'environ 50% d'ici la fin du semestre. Donc 50%, c'est-à-dire 50% des analystes anticipent une hausse des taux, les autres 50% n'anticipent pas. Ces autres 50% veut dire que le marché n'a pas totalement pricé cette hausse des taux. Et donc on a une action, une marge de progression haussière sur le NZD à moyen terme. Donc NZD USD. Bullish pour moi à moyen terme, clairement on vient chercher les 0,75. Et NZD CHF, eh bien on va marquer des nouveaux plus hauts de long terme. Voilà. NZD CHF, on revient à 0,113 et quelques d'ici les prochains mois. Voilà, donc ça dépend ce que vous appelez du moyen terme. Si vous appelez cela quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, mais voilà, la direction elle est haussière. Et j'ai envie de dire sur le NZD CHF, c'est également haussier sur du court moyen terme. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rassure un petit peu dans la boîte de dialogue. EuroGBP soutenu par la moyenne mobile 200 jours. Alors l'EuroGBP, on y vient tout de suite, soutenu par la moyenne mobile à 200 jours. Alors la moyenne mobile à 200 jours, quand le cours est en range, ça fait un petit peu, elle perd un petit peu de sa caractéristique. Une moyenne mobile, c'est surtout utile lorsqu'il y a une tendance. Or, on peut voir que l'EuroGBP depuis le mois de septembre, eh bien, est dans un range entre 0,87 pour faire large et 0,90. Donc la stratégie c'est toujours la même. C'est de payer le support et de vendre la résistance. Donc on paye un petit peu au-dessus du support, on vend un petit peu en dessous de la résistance. Pourquoi? Eh bien pour pas rater le prix d'entrée. Parce que vous pouvez voir que ici, si vous attendiez les 0,90, eh bien vous ne les aviez pas eu. Vous n'auriez pas eu votre position vendeuse. Donc on essaie de vendre un petit peu en dessous, on essaie d'acheter un petit peu au-dessus du support. C'est un petit peu ça qu'il faut faire de toute façon en trading. C'est jamais acheter au support pile, enfin jamais. En tout cas moi c'est pas ce que je recommanderais personnellement. Mais après ça c'est vraiment c'est personnel, hein, chacun a son opinion là-dessus. Mais voilà, personnellement je préfère acheter un peu au-dessus d'un support et vendre un petit peu en dessous d'une résistance.
Et pour les supports et pour les stops, c'est pareil. Par exemple, si j'achète un petit peu au-dessus d'un support, je vais mettre le stop un petit peu en dessous du support et pas au support même. Voilà. Et pour une vente, eh bien, je préfère vendre un petit peu en dessous de la résistance et mettre mon stop un petit peu au-dessus. Parce que je considère les niveaux de support pas au pips près, mais comme une zone d'effet. Bref, l'euro JBP, là, c'est haussier. C'est haussier soutenu à court terme par la Banque Centrale Européenne qui, eh bien, avec le compte rendu qui a été publié hier, montre bien qu'il y aura une normalisation de la politique monétaire, la BCE, en 2018. Donc voilà, ça, la probabilité d'une hausse des taux, comme je l'ai dit, enfin la marge de progression de la politique monétaire de la Banque centrale est assez élevée. Le marché n'a pas totalement pricé cette normalisation de la politique monétaire, donc on a forcément un euro qui va probablement être haussier, je dirais. En tout cas, on a une marge de progression sur l'euro qui est particulièrement haussière. Et donc pour moi l'euro GBP, je m'attends à un retour à 0,8956 d'ici quelques séances, disons une semaine. Voilà. Alors, je reviens sur l'AUD soutenu par le cours de l'or. On va s'intéresser un petit peu plus. On va mettre les devises. Alors JPYUSD. Voilà, on va mettre les devises, les paires majeures, comme vous avez l'habitude de regarder dans mes webinaires. Donc, on va comparer les paires majeures pour voir quelle devise est la plus baissière depuis le début de l'année et laquelle est la plus haussière. Voilà, tout simplement. Voilà, alors là, on a mis l'ensemble des paires majeures. Je mets juste le code couleur qu'on a l'habitude d'utiliser, comme ça nous ne sommes pas perdus. Depuis le début de l'année, voilà, on a le NZD, le yen, l'AUD, qui sont les devises les plus haussières, face au CHF qui rebondit à court terme, le CAD, le GBP, l'euro. Alors moi le GBP je préfère la vendre à court terme. Le CAD non, pourquoi? Parce qu'on a le pétrole qui est quand même particulièrement haussier. Le CHF je préfère le vendre également aussi. Le GBP pourquoi je préfère le vendre? Parce qu'on l'a vu, il est sous résistance face au dollar et il a une marge encore, l'euro GBP a encore une marge de progression haussière pour rejoindre le haut de son range. Donc voilà, pour ces deux raisons, je préfère vendre le GBP à court terme. Je dis bien à court terme parce qu'en 2018, je m'attends à un GBP haussier. D'ailleurs, avant que j'oublie, excusez-moi, je fais une petite aparté, mais j'aurai le plaisir d'organiser un webinaire spécial lundi prochain, lundi 15 janvier à 18h, pour vous présenter mes convictions à moi pour l'année 2018. Pour s'inscrire, rien de plus simple, vous allez sur le site dailyfx.com/français, vous allez dans calendrier, séminaire en ligne, vous allez pour la semaine prochaine, donc vous cliquez sur la petite flèche ici, le 15, les prévisions de vente en francs pour l'année 2018, s'inscrire. Et voilà, je vous mets cela dans la boîte de dialogue. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien écoutez, vous pouvez me rejoindre. Ça sera donc lundi à 15 janvier à 18h heure française. Et je vous donnerai mes prévisions, mes convictions même pour 2018 sur le Forex, les matières premières, les indices. Voilà. Et je répondrai bien évidemment à vos questions. Donc on revient au sujet principal. Je préfère vendre le GBP et le CHF à court terme face à l'AUD et le NZD. Donc GBP NZD, ça peut se vendre. Enfin oui, ça peut se vendre, excusez-moi. GBP NZD, on en avait parlé de toute façon il me semble cette semaine, on avait plutôt une perspective baissière, direction cette moyenne mobile à 200 jours. Le GBP AUD, c'est pareil. On vient chercher, à mon sens, cette moyenne mobile à 200 jours. Même si on a une petite divergence haussière sur le RSI, on a un cours du dollar australien qui est soutenu par l'or.
Si vous avez une opinion haussier sur l'or, vous ne pouvez qu'avoir une opinion haussier sur l'AUD. On l'a vu, hein, la corrélation hier sur la plateforme TradingView, on a superposé le gold avec l'AUD et on avait vu une parfaite, presque parfaite corrélation positive. Donc vous ne pouvez pas être haussier sur l'or et baisser sur l'AUD. Donc votre positionnement sur l'AUD, alors par contre, excusez-moi, l'AUD n'influence pas l'or, mais c'est l'or qui influence l'AUD. Ça c'est important de le savoir. Donc si vous êtes haussier sur l'or, vous êtes haussier sur l'AUD. Voilà, donc tout dépend de votre analyse sur l'or. Ça c'est personnel. Mais personnellement, moi je suis plutôt haussier, comme vous savez. J'attendais, oui certes, un pullback, une consolidation à 1300, et le point parfait c'était vraiment un retour à cette oblique qui n'a pas encore lieu. Ça aura peut-être lieu, mais dans plus courant 2018, voilà. Enfin dans les prochaines semaines. Mais donc à court terme, je préfère prévoir une hausse jusqu'à 1350 pour les raisons que je vous ai citées au début du webinaire, hein, ce fameux marché obligataire qui est sous pression. Donc la valeur refuge par excellence se voit appréciée. Donc l'or haussier, donc j'ai pas le choix. L'AUD plutôt bullish face et bien au GBP que j'attends sous résistance. Donc GBP AUD à moyen terme, même si on a ce petit rebond à court terme, honnêtement, je préfère croire à une baisse au moins à court terme plutôt qu'à une hausse. Voilà, mais vraiment, hein, si vous voulez un petit peu diminuer le risque, on regarde la UDCHF et là la UDCHF, bon, on a une petite prise de bénéfice à court terme, mais ça va être, disons, à court et cette fois-ci également à moyen terme haussier. Alors que le JBP, comme je vous l'ai dit, je m'attends à une année haussière en 2018, donc à moyen terme, c'est pas forcément une devise à shorter. Mais bon. Donc la UDCHF, c'est, je dirais à court, moyen, long terme, une paire qu'on peut acheter. Qu'on peut acheter jusqu'à eh bien à moyen terme 0,80. Voilà, donc à court terme, on a une résistance. Vous pouvez voir où le marché a réagi à 0,11750. Voilà, donc si le cours revient à 0,11750, ça serait l'opportunité de repasser, eh bien de prendre des bénéfices. Sinon, vous pouvez être en étant patient. Les 0,118, on peut voir que ça a été l'occasion pour le cours de faire un double top, enfin un double test pardon, pas un double top parce que la figure chartiste n'est pas validée, mais on a eu un double test, donc pourquoi pas un troisième test dans les prochaines séances. Et un point d'entrée intéressant passe à l'achat, à court terme 0,76. Ça m'étonnerait qu'on passe en dessous de 0,76 tant que le cours de l'or est haussier. Voilà, le CHF est également aussi à court terme, vous voyez ce rebond. Pourquoi? Eh bien c'est parce que c'est comme le cours de l'or, c'est parce que le CHF est une valeur refuge. Alors je continue à répondre à vos questions. Donc concrètement, si je devais donner quatre paires intéressantes, c'est short GBP, euh, pardon oui, short GBP NZD, achat NZD CHF, NZD CHF, je ne sais pas si on l'a regardé. Euh, voilà, NZD CHF, oui, on l'a regardé. Et short GBP AUD et achat AUD CHF. GBP Yen, j'ai tracé un canal haussier en daily, les 3 points bas les plus récents, je constate une moyenne de plus ou moins 50 jours avant retouche sur ce canal possible, retour dessus ou simple hasard. Alors, on va regarder cela ensemble. GBP Yen sous pression en ce moment, hein. Regardez, le yen, c'est quand même l'une des devises qui sous-performe le FX depuis le début de l'année, hein, face au yen. Vous voyez. Donc GBP yen sous pression. Alors oui, on a cette moyenne mobile à 50 jours. Alors le canal, pardon, ces petites flèches, c'est juste pour faire voir que la surface qu'il y a entre la moyenne mobile à 50 et 200 jours était une période de consolidation propice au rebond. Bon, on a cette résistance de momentum. La MACD qui est vraiment très très faible, à plate. Hein. Ça peut faire voir, ça démontre bien la consolidation du cours. Alors le canal haussier. Alors moi, si je devais tracer un canal haussier devant vous, je le ferais comme celui-ci. Voilà.
C'est comme cela que je tracerai ce canal aussi. Le cours est à 150, il est donc sur un niveau de support et qu'il a rebondi à 150. Tant que les 150 tiennent, j'ai envie de dire, le risque baissier est, est assez limité. Attention néanmoins, on a quand même, je le rappelle, un GBP qui est sous pression parce qu'il est sous résistance, alors que le yen rebondit. On regarde l'USD yen. L'USD yen, vous pouvez voir que il est baissier, ce qui veut dire que le yen est bullish. Et d'ailleurs, il a atteint 111, qui est l'objectif d'hier. Donc voilà, 111 atteint. Est-ce qu'on peut aller plus bas? La réponse est oui. Maintenant, pas tout de suite. Je pense qu'on peut aller atteindre 110, mais d'ici les prochaines semaines. Une petite phase de respiration est nécessaire, d'autant plus que le momentum arrive sur un niveau de support. Voilà, donc consolidation à prévoir sur le yen, je dirais à court terme. Mais pour revenir donc à ce GBP yen, yen sous pression, enfin yen sur support, GBP sous résistance. Donc dit comme cela, je pense que le rebond serait une meilleure idée, mais il n'est pas impossible de voir le yen continuer à rebondir la semaine prochaine. Voilà, donc si le yen continue à rebondir, les 150 seront clairement brisés la semaine prochaine. Donc je ne préfère ne pas mettre en place une stratégie haussière depuis 150. Je pense que le risque baissier est quand même assez important euh, pour le potentiel de gain. Parce que le potentiel de gain, il est jusqu'à où? Bon, il est jusqu'à 153. Hein. Parce que le yen, encore une fois, c'est une devise qui va être, je pense, haussière en 2018. Tout au long de 2018. Voilà, donc ça devrait faire quand même pression sur le GBP. Je pense que le GBP a atteint une forte zone de résistance sur du long terme. Enfin, pour l'année 2018, sur du long terme. Vous voyez que c'était le précédent support ici, 150, où le cours avait rebondi quand même. 150, on rebondit, on a le breakout dû au Brexit, mais depuis, il n'a jamais été dépassé. Donc voilà, 150, une évolution durable, j'ai envie de dire de long terme au-dessus de 150, ça me semble en ce jour pas vraiment possible. À part si la BOJ se contredit en continuant à stimuler le marché, en augmentant son rachat, son montant alloué au rachat d'obligations japonaises, donc en faisant en fait l'inverse de ce qu'elle a fait cette semaine. Donc voilà, GBP Yen, je préfère attendre. Si le cours revient en bas de son canal, dans ce cas-là, oui, ce sera une bonne opportunité d'achat sur du moyen terme. Maintenant, 150, ça me semble quand même, on est en haut du canal. Vous pouvez voir, on est quand même dans la zone haute. Donc ça me semble assez risqué. GBPUD, quel sens? GBPUD, c'est baissier. Hein. Pour moi, voilà, à court terme, c'est baissier. GBP, encore une fois, je le redis, hein, GBP sous résistance. L'AUD qui est soutenu par le cours de l'or. Certes, en intraday, il est un petit peu mitigé cet AUD, mais ma perspective est haussière sur l'AUD, donc sur le gold, donc elle est haussière forcément sur l'AUD. Je passe sur les marchés actions européens, mondiaux pardon. Le Nikkei qui construit sous 24 000, l'Eurostoxx, alors le Nikkei pardon sous pression à cause du yen, sous pression à cause du yen forcément. L'Eurostoxx réintègre les 3006, enfin il est sur support. Moi je considère 3006 comme un niveau de support intéressant à court terme pour viser les 3007. Maintenant attention, on a toujours ces discussions en Allemagne qui font que les indices européens sous-performent. Et tant qu'on n'aura pas ces discussions en Allemagne qui n'aboutiront pas à une coalition, nous aurons ces indices européens qui seront sous pression. Voilà, donc vraiment pour débloquer les indices européens actuellement, pour que le CAC reprenne sa hausse, pour que le DAX reprenne sa hausse ou l'Eurostoxx ou peu importe, il faut que les discussions en Allemagne progressent et dans le bon sens. Voilà. Donc l'Eurostoxx, et comme tous les autres marchés indices européens, c'est à court terme neutre, à court terme consolidation. 3006, ça peut se payer sur du moyen terme. Maintenant, prenez en compte le potentiel baissier. Parce que s'il y a du mouvement en Allemagne, on aura également du mouvement sur les indices de la zone euro. Donc voilà.
l'Eurostoxx, pour moi, il y a un potentiel baissier à court terme à 7 mois immobiliers à 50 jours. Pour le CAC, je pense qu'il peut revenir à ce support qui a été signalé dans mon webinaire, dans mes articles cette semaine, à 5467 points. 5467 points, je considère ce support à court terme comme intéressant. Et pour le DAX forcément qui est beaucoup plus exposé au risque allemand, enfin au risque entre guillemets allemand, possible retour à 13 000. Et s'il revient à 13 000, autant vous le dire que ce sera une opportunité acheteuse intéressante. Et pour l'IBEX, l'IBEX rattrape peu à peu, vous voyez son retard qu'il a eu, pardon, je vous ai fait voir mon objectif 2018, bon. Son retard qu'il a eu au deuxième semestre de l'année 2017 face aux autres indices européens. Voilà. Mais donc c'est bullish. Et donc pour le FTSE, j'avais une question au tout début du webinaire pour le FTSE. Le FTSE c'est bullish jusqu'à, encore une fois, 7800. C'est l'indice, c'est la stratégie indice de la semaine. Ça a été donné en début de semaine. Donc c'est 7008. Catherine qui m'a dit au début du webinaire, peut-on voir le FTSE en weekly, RSI et stochastique très haut? Alors, déjà, faut savoir que sur les indices mondiaux, les seuls indices qui ne sont pas en zone de surachat, donc au-dessus de 70, c'est les indices européens. Je dis pas la zone euro, je dis bien européen. Donc le FTSE, ceux de la zone euro. Et d'autres, comme la Pologne, etc. etc. Donc voilà, c'est pour cela que les indices, pour moi, européens, mais surtout la zone euro, parce que européen, on a celui du FTSE, le FTSE qui est quand même exposé au Brexit, donc voilà, faut pas non plus être trop optimiste, je pense, personnellement, hein, sur le FTSE. Mais bon, on pourra en reparler dans mon webinaire de lundi soir sur mes prévisions. Mais en tout cas, ceux de la zone euro sont vraiment particulièrement intéressants. Ils sont très très intéressants parce que c'est ceux qui ne sont pas en suracheté sur du court, moyen, long terme, même sur le graphique mensuel. Sur les graphiques mensuels, le Nikkei est suracheté, le S&P est suracheté, l'Eurostoxx est à 59, le CAC à 65, l'IBEX à 56, le Nikkei 73, Wall Street, S&P à 86. Voilà, donc voilà, s'il y a une réallocation, s'il y a des flux qui oui, s'il y a une réallocation tout simplement des portefeuilles en 2018, je pense personnellement que ça se fera au bénéfice des actions européennes. Alors je ne dis pas qu'on va avoir le Nikkei ou Wall Street qui vont être baissiers. Je dis juste que les indices européens ont des fortes chances, à mon sens, encore une fois, de surperformer. Mais encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler dans mon webinaire de lundi. Alors je termine pour les dernières questions. Alors, hop. Voilà, écoutez, il n'y a plus de questions. Je pense qu'on a fait un bon tour du marché. J'espère que ça aurait été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée. Attention cet après-midi à l'indice IPC, encore une fois, qui risque de faire du mouvement. Et écoutez, excellente journée. Je vous souhaite également un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour mon prochain webinaire. Voilà, excellente journée à vous et à lundi.